Serais-je coupable pour avoir refusé d'élever les enfants de mon mari, maintenant que lui et la femme avec laquelle il a trompé sont décédés? Désolé d'utiliser un nouveau compte, je sais que c'est mauvais signe, mais je ne veux pas risquer d'utiliser mon ancien compte Reddit. J'ai 45 ans et mon mari 49. Nous sommes mariés depuis 23 ans, et mon mari a une liaison avec une fille de 20 ans depuis 2020. Je l'ai découvert cette année lorsque sa partenaire a donné naissance à des jumeaux en mars. Évidemment, nous allions divorcer. Nous avons réglé les choses depuis. C'était un long processus en raison de certains biens en commun, et nous devions faire appel à un comptable car il utilisait le compte partagé pour sa liaison. Finalement, les choses semblaient se rapprocher de la fin lorsque mon mari et la femme avec laquelle il m'avait trompé ont été tués dans un accident de voiture. Par miracle, les jumeaux n'ont pas été blessés dans l'accident. Ils sont désormais orphelins et aucun des deux grands-parents ne peut les accueillir de façon permanente. Les parents de mon mari sont tous les deux dans une résidence assistée. Il n'a pas de frères et sœurs et la seule tante qui pourrait les accueillir refuse. Elle n'a pas eu d'enfant toute sa vie. Du côté de la femme, je ne suis pas sur des détails exacts, mais ses parents ne peuvent pas non plus s'impliquer à long terme et sa seule sœur vit à l'étranger. Comme nous étions encore mariés et qu'il n'avait pas mis à jour son testament, tous ses biens devaient être transmis à moi et à nos deux enfants. Je ne suis pas assez insensible pour laisser ces bébés sans rien. J'ai donc accepté de laisser à celui qui est leur tuteur légal le solde restant du compte partagé. Environ 25 000 $ d'économie. Le problème, c'est que personne ne veut les accueillir. Maintenant, mes beaux-parents font pression sur moi pour que je les accueille et les élève. Le problème, c'est que je ne veux pas. Pas du tout. Je ne les aimerais pas et je ne veux pas être la méchante belle-mère. Mais je sais qu'une grande partie de moi éprouvera toujours un certain ressentiment à leur égard. Je préférerais probablement mes propres enfants. Ce n'est pas de leur faute, mais j'aimais vraiment mon mari et je pensais que nous étions heureux avant d'apprendre la liaison. Nous avons 2 filles de 14 et 16 ans. Bien sûr, nous avions des désaccords, mais nous ne nous étions jamais insultés auparavant. Puis j'ai découvert la liaison et il a commencé à m'insulter et à me reprocher son infidélité. Il est devenu violent et a même essayé de me chasser de la maison. Pour mémoire, cette maison est celle de mon enfance qui n'est pas une propriété partagée. J'élève également seule des adolescentes maintenant. Je n'ai plus l'énergie d'élever des bébés. Mes filles détestent leurs petits frères. J'ai essayé de leur faire passer du temps avec leur père alors que nous étions en instance de divorce, mais elles ont refusé. Comme tout cela a été découvert à cause des bébés, il n'y avait pas vraiment moyen d'édulcorer la situation. La plupart de mes amis sont d'accord pour dire que ce n'est pas à moi de m'occuper de ces enfants, mais mes beaux-parents, les parents de la femme infidèle et ma mère veulent que je les élève. Je sais que ma mère a la fièvre des petits-enfants, mais ça me fait mal de ne pas avoir son soutien. Je dois prendre une décision d'ici la semaine prochaine, sinon les garçons seront placés en famille d'accueil. Pour le moment, ils sont placés temporairement chez leurs grands-parents maternels. Je me sens mal, mais je suis sûre que je ne peux pas les accueillir. Alors, serais-je coupable si je refusais de les accueillir? Petite mise à jour. Bonjour à tous, cela a fait beaucoup plus de bruit que je ne le pensais, et j'apprécie les vœux de bonheur pour mes filles, les garçons et moi-même. Et aussi pour le nombre de personnes adorables qui ont proposé de s'occuper des jumeaux pour qu'ils aient un bon foyer. Je ne suis peut-être pas leur mère, mais cela me touche et me rend heureuse qu'il y ait de bonnes personnes dans ce monde. Après avoir bien réfléchi et avoir parlé à mon avocat, lu les réponses, fait des recherches, etc., je prévois de parler aux grands-parents demain et de refuser de prendre la tutelle légale des garçons. Je leur ferai connaître les noms d'utilisateurs des personnes qui ont proposé de me rencontrer pour des adoptions privées ou des placements en famille d'accueil. Mais mes filles sont ma priorité. Ce sera aux grands-parents des jumeaux de décider s'ils vont procéder à l'adoption, les garder ou les confier à l'État. J'aimerais avoir la capacité mentale de faire cela, mais j'ai 2 filles qui traversent beaucoup d'épreuves et elles ont besoin de toute mon attention. Je vais aussi parler aux avocats pour déterminer si les garçons ont un droit d'héritage légitime. Si c'est le cas, je séparerai les droits et laisserai les avocats faire ce qu'ils doivent faire pour qu'ils y aient accès quand ce sera le mieux. Si ce n'est pas le cas, je trouverai un moyen de m'assurer qu'ils aient accès aux 25 000 $ que j'allais leur donner depuis le début. Je n'en ferai pas plus, cependant. Ma boussole morale est peut-être biaisée, mais je ne crois pas que je sois obligée, ni moralement ni légalement, de faire plus que ce que dit la loi. Je ne peux pas aider tout le monde et je ne devrais pas avoir à le faire. J'ai 2 filles qui ont perdu leur père, 2 filles qui ont besoin d'une thérapie, 2 filles qui sont sur le point d'entrer à l'université. Elles ont déjà assez souffert sans voir leur mère favoriser les enfants de la maîtresse de leur père. Deuxième mise à jour. Comme je l'ai dit il y a 2 nuits, je suis allée hier parler aux grands-parents des jumeaux. J'ai expliqué ma position et refusé de prendre la garde des garçons. Ma belle-mère m'a presque giflé quand j'ai dit ça, mais heureusement,
Tout cela s'est passé dans un lieu public et mon beau-père l'a arrêté. Les grands-parents maternels n'ont cessé de me supplier de les élever car ils ne voulaient pas les perdre. J'ai continué à dire non, et quand ils m'ont traité d'égoïste, j'ai perdu la tête. Je leur ai dit en face que les seules personnes égoïstes dans ce pétrin étaient elles, leur fils et leur fille. Leur fils, mon mari, pour m'avoir trompé et avoir ensuite fait du divorce un enfer pour moi et mes filles. Leur fille parce qu'elle était une prostituée, j'ai utilisé un autre mot, qui s'en prenait à un homme marié 2 fois plus âgé qu'elle. Je leur ai dit que si j'avais de leurs nouvelles, je leur ferais parvenir une ordonnance de cessation et une abstention. J'ai également informé mes beaux-parents qu'ils n'auraient pas accès à mes filles dans un avenir proche. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Nous étions au restaurant, mais je ne suis pas restée pour le repas. J'ai également envoyé un email à mon avocat pour qu'il puisse s'assurer que les services sociaux et toute agence impliquée dans le bien-être des jumeaux soient au courant que je ne serai pas leur tuteur, ou impliquée. J'ai ensuite envoyé un email à mes beaux-parents avec tous les noms d'utilisateurs et sites web de personnes ici sur Reddit qui ont proposé de faire des entretiens pour l'adoption des jumeaux. Je ne serai pas impliquée au-delà de ce point, donc s'il vous plaît, aussi gentil que cela puisse être, je ne peux pas vous aider si vous êtes intéressé par les garçons. Hier, c'était la fin de mon implication. Quant à la raison pour laquelle mes beaux-parents ne veulent pas voir mes filles, j'ai parlé à mes filles et j'ai décidé d'en savoir plus sur ce qu'elles en pensaient, avant d'aller rencontrer les grands-parents. Ma plus jeune a refusé de me parler, ce que j'ai trouvé très déplacé venant d'elle. Mon aînée a alors demandé que nous parlions seulement tous les deux. C'est alors qu'elle m'a expliqué que mes beaux-parents n'arrêtaient pas de dire que les filles devaient se préparer à aller à l'école publique au lieu de leur école privée, et à trouver un emploi dès la fin du lycée puisque je devrais fournir aux jumeaux une éducation privée et de l'argent pour l'université. Apparemment, on leur a également dit de commencer à déménager leurs affaires pour partager une chambre. Mes filles ont des chambres séparées, car les jumeaux ont besoin de plus d'espace. Je ne le savais pas. Principalement parce que cela n'arriverait jamais. Apparemment, mes beaux-parents ont essentiellement harcelé les filles parce que les bébés ont la priorité. Ce n'est pas le cas. J'ai expliqué aux filles que leurs grands-parents n'ont pas leur mot à dire sur l'école qu'elles fréquentent, sur le financement de leurs études ou sur l'aménagement des chambres dans notre maison. J'ai aussi dit que je pensais qu'elles pourraient avoir un emploi à temps partiel pendant leurs études et peut-être une bourse, mais que leurs frais de scolarité seraient payés. Je leur ai dit de ne pas blâmer les bébés pour la stupidité des adultes. Elles m'ont dit qu'elles comprenaient, mais qu'elles ne voulaient toujours pas interagir avec leurs frères pour l'instant. Cette partie, pour l'instant, me donne de l'espoir qu'elles s'en sortiront. Pour le moment, nous allons faire quelques changements dans la maison. Les filles et moi n'aimons pas qu'il y ait encore un espace bureau que mon mari utilisait. Nous allons le transformer en salle de jeu pour nous toutes. J'ai l'intention de retirer quelques photos sur lesquelles figure mon mari et de les mettre dans des albums pour les filles. Nous voulons simplement que la maison soit davantage à notre image. Quant aux personnes qui se demandent pourquoi mes filles ne voulaient rien avoir à faire avec leur père, ce sont mes filles qui ont découvert la liaison et qui m'en ont parlé lorsque mon mari les a emmenées rencontrer les jumeaux à l'hôpital. Il leur avait demandé de garder le secret, mais mes filles m'en ont parlé. Après cela, mon mari a commencé à les traiter horriblement aussi. Il a coupé tous les ponts avec les filles. Très petite mise à jour car il y a des gens qui continuent à me harceler en message privé. J'ai parlé à un avocat lundi. Les garçons n'ont aucun droit à l'héritage jusqu'à ce qu'un test ADN soit effectué. Après cela, leur seule réclamation est contre mes beaux-parents. Le compte partagé n'est pas considéré comme la propriété individuelle de mon mari, donc c'est la mienne. Même chose pour la maison au bord du lac. Comme il avait un compte d'épargne personnelle et une assurance vie, qui revenait à ses parents, ce sera la seule chose que les garçons pourront réclamer. Évidemment, cela peut être changé si l'affaire va au procès, mais l'avocat m'a dit qu'avec le peu que mon mari nous a laissé, à mes filles et à moi, il y a très peu de chances qu'un juge exige nos biens. L'avocat m'a également recommandé d'abandonner complètement l'idée de partager de l'argent avec les garçons. Cela pourrait être utilisé contre moi pour prétendre que j'assume leurs responsabilités fiscales, et que je devrais être considérée comme leur tutrice. Je divise l'argent du compte partagé, pour les frais de scolarité de mes filles. Je ne sais toujours pas si je vais vendre la maison au bord du lac ou non, mais ni les filles ni moi n'y sommes attachés. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille au sujet de l'héritage des garçons. C'est triste, mais mon mari a tout gâché pour ses enfants. Je ne suis pas responsable d'eux, et je n'ai pas à sacrifier mes biens pour leur offrir une vie meilleure. Une autre mise à jour. Il y a de bonnes nouvelles et d'autres qui fâchent. La bonne nouvelle est que les garçons ont été récupérés sains et saufs par les services sociaux auprès de leurs grands-parents maternels et seront placés dans une famille d'accueil jusqu'à ce qu'un arrangement permanent soit trouvé. J'ai appris quand cela s'est produit, lorsque leurs grands-parents et ma mère sont venus me crier dessus au travail. En toute honnêteté, je suis contente que cela se soit produit au travail et non à la maison. Cela m'a fait envisager de déménager,
car je ne veux pas que mes filles soient exposées à tout cela. Peu de temps après, j'ai été très contrariée par un appel concernant mes demandes de renseignements sur l'accueil et l'adoption. Apparemment, mes informations ont été envoyées aux services sociaux en tant que personne intéressée par l'accueil des jumeaux et éventuellement l'adoption. J'ai immédiatement expliqué la situation entre les grands-parents et moi, et l'opératrice est restée sans voix au début. Elle s'est excusée de la situation et m'a dit qu'elle veillerait à ce que je ne sois pas dérangée par le processus. J'ai aussi été servie ce matin. Mes beaux-parents intentent une action en justice pour les droits des grands-parents. Ils intentent également une action en justice pour obtenir la garde de mes enfants. Apparemment, ils prévoient de quitter leur résidence assistée, ce qu'ils ne devraient vraiment pas faire, pour acheter une maison qui permet aux enfants de récupérer les jumeaux, et veulent maintenant également la garde de mes filles. Mon avocat m'a immédiatement donné des instructions que je ne partagerai pas pour me protéger, ainsi que mes filles, de certains risques lors d'une éventuelle bataille pour la garde des enfants. Mon avocat et moi-même soupçonnons tous deux mes beaux-parents de vouloir que les filles les parentifient comme gardiennes des jumeaux, car mes beaux-parents ont des limitations de mobilité. Il fera très froid avant que cela n'arrive. Je ne vois pas les services de protection de l'enfance placer les garçons chez eux pour commencer. Tout n'est pas si mal. Je commence une thérapie la semaine prochaine et ma fille aînée parle encore une fois des universités qu'elle veut fréquenter. Nous n'avons toujours pas vraiment parlé de leur père ni de leur accord pour aller sur sa tombe. Je n'y suis pas allée moi-même et j'essaie vraiment de m'habituer à ne plus l'appeler mon mari. Je n'ai rien à voir avec les préparatifs des funérailles, à part payer les factures et d'après ce que j'ai entendu, ses parents avaient écrit dessus l'épitaphe. Mari, père et fils dévoués et bien-aimés. Je trouve que c'est une blague. Je sais que c'est mal de garder autant de colère et de ressentiment. Mais dès que j'aurai le temps, je prévois de changer sa pierre tombale pour enlever « mari et père ». Cela peut paraître mesquin, mais je refuse de dire du bien d'un trompeur et d'un agresseur simplement parce qu'il est mort. Mes filles méritaient mieux, et moi aussi. Et pour tous ceux qui se plaignent que j'ai changé la pierre tombale, c'est moi qui ai payé les funérailles. Alors, mettez vos plaintes où vous savez. Je ne pense pas que je publierai une autre mise à jour avant que toute l'affaire du procès sur le droit des grands-parents ne soit résolue. Alors, aux gentilles personnes qui m'ont envoyé leur soutien, à moi et à mes filles, un grand merci. J'aurai peut-être de bonnes nouvelles à l'avenir, mais pour l'instant, je retourne à mon ancien compte Reddit. Petit avertissement. À la personne qui m'a envoyé un message privé pour me dire que je regretterais de ne pas avoir adopté les jumeaux, je ne le regrette pas du tout. S'il vous plaît, publiez un message public ou laissez-moi tranquille. Je ne traite pas avec des lâches qui utilisent les messages privés pour éviter d'être jugés. Bonjour à tous, certaines personnes m'ont demandé des mises à jour, et pour être sincère, je n'avais rien jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer, des cousins du côté de mon ex-mari ont accueilli les garçons. Je les connais, ils sont adorables et je sais qu'ils offriront aux jumeaux une belle vie. Les nouveaux parents, qui les appellent Matt et Kim, ont parlé à mes filles et leur ont fait savoir que si elles voulaient un jour contacter leur demi-frère, il leur suffirait de les appeler. Sinon, elles pouvaient les considérer comme des cousins éloignés. Mes filles les ont remerciés, mais ont insisté sur le fait qu'elles ne souhaitaient pas vraiment avoir de relations fraternelles pour le moment, mais qu'en tant que cousines, cela pourrait peut-être se faire. Je leur ai proposé l'argent du compte partagé car ils sont de la même famille et ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter car ils n'en avaient pas besoin. Qui m'a même insisté pour que j'utilise cet argent pour des vacances avec mes filles. Apparemment, je ressemble à un mort-vivant. Ils ont également établi des règles très strictes avec mes beaux-parents et les parents du partenaire de mon ex. Ils peuvent voir les garçons, mais ils ne seront pas considérés comme des grands-parents. Cela a apparemment provoqué une grosse dispute avec les parents de l'amante de mon ex-mari. Matt et Kim les ont alors coupés. Encore une fois, des menaces de poursuite judiciaire pour les droits des grands-parents ont été lancées, mais rien n'a abouti. C'est ainsi que j'ai découvert pourquoi les parents de l'amante de mon ex-mari ne pouvaient pas prendre les garçons en charge de manière permanente. Le père est un criminel condamné pour abus. Je ne partagerai pas les détails par respect, mais si ce que Matt et Kim m'ont dit est vrai, je suis content que les garçons ne grandissent pas avec cet homme comme exemple. La seule raison pour laquelle sa femme avait une tutelle temporaire était à cause du décès soudain des parents et du processus pour trouver un parent pour élever les garçons. Elle aurait dû vivre loin de son mari pour obtenir la garde permanente, et elle n'était pas prête à le faire. Mes ex-beaux-parents ont compris que les menaces ne fonctionneraient pas, alors ils ont accepté d'être des grands-oncles et tantes à la place. Tant mieux pour eux, je suppose. Ils veulent maintenant que je les laisse vivre avec moi et les filles puisqu'ils ont quitté la résidence assistée récemment et maintenant l'endroit où ils étaient n'a plus de place. Cet endroit a une longue liste d'attente et la seule raison pour laquelle ils ont été acceptés à l'origine, c'est parce que mon ex et moi avons proposé de payer 5 ans en totalité. Il leur restait encore 2 années complètes de paiement et j'allais payer pour eux. Après tout ce qu'ils ont fait subir à mes filles et à moi,
Je préfère brûler de l'argent dans un grill plutôt que de le dépenser pour eux. Je sais qu'ils veulent que mes filles et moi soyons leurs gardiennes. Je n'y penserai même pas. Mes filles ont leur propre chemin à suivre et en toute honnêteté, je veux envisager de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je sais que cela donne l'impression que je passe à autre chose trop vite, mais j'ai travaillé pour passer à autre chose depuis que j'ai découvert sa liaison. Je ne pense pas que mon ex mérite que je traverse une période de deuil. J'ai déjà fait le deuil de notre relation. Du moins, c'est ce que ma fille aînée a dit, c'est assez drôle. Elle m'a encouragée à sortir et à rencontrer quelqu'un. Nous avons toujours ce procès pour la garde de mes ex-beaux-parents en cours, et quelques autres problèmes que je mettrai à jour lorsque j'en aurai plus. Mais je voulais au moins faire savoir à tout le monde que les garçons sont en sécurité, et ensemble. Mise à jour. Nous avons donc eu une médiation cette semaine pour le procès relatif aux droits des grands-parents. C'était juste pour éviter de prendre de la place dans le rôle déjà très chargé d'un juge, même si je savais que cela n'aboutirait à rien. Mes ex-beaux-parents exigeaient que les filles soient sous leur garde ou passent les jours de semaine avec eux et les week-ends avec moi. Même le médiateur désigné par le tribunal leur a dit qu'ils n'étaient pas réalistes dans leurs attentes. Mon avocat et moi n'avions qu'une seule offre et n'étions pas disposés à négocier. Il ne verrait mes filles que si elles le voulaient et quand elles le voudraient. Le médiateur pensait également que nous étions injustes. C'est alors qu'un détail est apparu. Mes ex-beaux-parents avaient affirmé au médiateur que mes filles avaient 6 et 4 ans, une décennie de moins qu'elles ne le sont en réalité. Je lui ai fourni des certificats de naissance et je lui ai montré une photo des filles. Le médiateur a secoué la tête et a dit qu'il ne pouvait pas aider dans cette affaire. Mes filles sont trop âgées pour que les droits des grands-parents soient même pris en compte. Il enverra une recommandation pour que le procès pour le droit des grands-parents soit abandonné. Mais celui pour la garde sera toujours en cours puisque ni mes ex-beaux-parents ni moi ne sommes d'accord sur la garde. Je refuse de leur donner le moindre contrôle légal sur mes filles. Ils exigent maintenant également que j'en fasse leur tuteur légal si jamais je venais à décéder. Non. J'ai rencontré la sœur du partenaire de mon ex. Elle m'a apporté des objets qu'elle savait m'avoir été volés. Ces objets étaient censés être entreposés. Ma robe de mariée, une vieille boîte à bijoux avec une photo de mes grands-parents, certains de mes manteaux qui sont un peu chers, des chaussures, et ce qui m'a le plus effrayé, des copies de mes documents personnels, passeport, carte d'identité, etc. La sœur m'a dit qu'elle était en train de nettoyer leur appartement lorsqu'elle a trouvé mes propriétés, et qu'elle a utilisé l'adresse indiquée sur celle-ci. Elle a été plutôt gentille et s'est excusée pour ses parents et sa sœur. Je lui ai demandé pourquoi elle refusait de prendre les jumeaux, et elle m'a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle en avait assez d'être le plan d'urgence de sa famille. Elle n'en a pas dit plus et je n'ai pas pensé que ce soit bien de lui demander. Elle savait que c'était mes objets parce qu'apparemment l'amante s'était vantée que mon ex-mari les lui avait donnés, à l'exception des documents. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe, mais elle ne voulait rien avoir à faire avec le vol d'identité. Elle a apporté des choses qui n'étaient pas à moi et je le lui ai fait savoir, donc je n'ai gardé que mes affaires. J'ai parlé à mon avocat du problème des cartes d'identité, et il m'a aidé à faire geler mon crédit. Je vais obtenir de nouvelles cartes d'identité et de nouveaux passeports. Nous avons signalé le vol d'identité potentiel à la police afin de pouvoir disposer du rapport, au cas où mes informations personnelles seraient utilisées à des fins illégales ou pour me causer des ennuis. Je ne savais pas qu'on pouvait faire un rapport sur une personne décédée, mais apparemment, cela arrive plus souvent que je ne l'imaginais. Et non, cela ne se transformera pas en une condamnation à titre posthume. Ce ne sont que des formalités administratives pour me protéger. Et une dernière note amusante. J'ai l'intention de brûler cette robe de mariée et de faire des s'mores sur le feu. Mesquin? Oui. J'espère que vous avez apprécié cette première histoire. Écoutons maintenant une deuxième histoire sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas changer la dynamique d'une relation. Le comportement insensé de ma femme et la façon dont il nous a changés. Bonjour à tous. Jamais je n'aurais pensé en arriver là, au point de demander conseil à des inconnus sur Internet, mais nous y sommes. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 10 ans, mais mariés depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous avons été les premiers et les seuls l'un pour l'autre. Je pensais honnêtement que nous avions une relation unique et magnifique à cause de cela, mais il semble que ce n'était que moi. Il y a quelque temps, ma femme a commencé à travailler dans une nouvelle entreprise. Au début, elle a eu du mal à s'intégrer car elle a toujours été réservée. Mais après mes encouragements, elle s'est liée d'amitié avec un groupe de filles, dont certaines étaient célibataires, divorcées ou sortaient ensemble mais n'étaient pas mariées. Au début, j'étais content qu'elle se fasse des amis, mais ensuite elle a commencé à aller boire des verres, à faire la fête ou à faire d'autres choses que ses amis avaient planifiées. Je me suis inquiété de son changement de comportement et j'ai essayé d'en parler avec elle.
mais en même temps je ne voulais pas la restreindre de quelque manière que ce soit, ce qui a commencé à affecter notre relation dans la chambre à coucher. Ma femme n'était pas du genre à initier l'intimité, mais comme elle continuait à sortir, soit elle était trop fatiguée, soit elle n'était pas d'humeur. À un moment donné, son entreprise s'est dotée d'un nouveau directeur que ma femme et ses amis avaient pris en affection. Elle a commencé à le mentionner en passant, mais elle en est arrivée au point de souligner la façon dont il gérait certains problèmes qui ne semblaient pas liés au travail. Je l'ai interrogée sur sa fascination pour cet homme, et elle a balayé mes inquiétudes. Elle a même commencé à me demander si je regrettais de ne pas avoir plus d'expérience avec les femmes, ce à quoi j'ai répondu que non, car elle est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. J'ai juré que j'avais cru voir un éclair de tristesse dans ses yeux, mais elle a rapidement changé de sujet. Elle a commencé à parler de « mariage ouvert », comme d'un moyen de pimenter notre mariage. J'ai été surpris car ma femme n'a jamais été ce genre de personne et n'est pas très libérale sur le plan sexuel pour être honnête. J'ai d'abord refusé et j'ai demandé si cela avait un rapport avec le nouveau directeur, ce qu'elle a nié, mais elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir raté quelque chose, mais qu'en même temps, elle ne voulait pas me perdre et que c'était donc une option plus sûre. Je l'ai prévenue qu'elle jouait avec le feu, mais j'ai accepté à contre-cœur et avec naïveté. Nous avons donc établi quelques règles, notamment celle de ne pas coucher avec une autre personne dans notre maison. Pendant un an, ma femme a eu des rendez-vous, des aventures d'un soir, et comme si je ne l'avais pas vu venir, elle a eu une sorte de relation avec ce manager. Pour ma part, j'ai eu quelques rendez-vous, mais pas de « coup d'un soir », parce que je trouvais ça bizarre. Ma femme me demandait si ça allait, mais elle ne changeait pas de comportement. À un moment donné, j'ai senti que l'amour que j'avais pour elle, cette innocence pure et spéciale du mariage, avait disparu et cela me tuait de l'intérieur. J'ai fini par sortir avec une femme étonnante qui avait émigré de Corée du Sud. La conversation se faisait sans effort. Elle avait un esprit éclairé et un sourire à vous perdre dans ses yeux. Je n'avais jamais fait l'amour comme avec cette femme. Je n'aurais jamais cru qu'une femme pouvait être aussi généreuse et faire en sorte que l'on se sente aussi désirable. Au début, ma femme a trouvé cela mignon, mais au fil des mois, elle a commencé à s'interroger sur ma relation avec mon amante. Je lui ai rapidement fait remarquer que c'était son idée et qu'elle avait même une relation avec le directeur qui m'inquiétait. Elle est restée silencieuse. On aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose, mais elle s'est tue. Elle a commencé à rentrer tôt à la maison pour me surprendre à dîner et à faire le ménage. Elle a commencé à venir me déposer mon déjeuner sur mon lieu de travail et a commencé à initier des rapports intimes dans la chambre à coucher. Honnêtement, si elle n'avait pas ouvert notre mariage, ce que je suis aussi responsable d'avoir accepté, tout cela m'aurait fait sauter de joie. J'ai à peine cédé à ces tentatives d'intimité et lorsque je l'ai fait, c'était simplement pour en finir. Quelque chose en moi envers ma femme est mort et je pouvais voir qu'elle le ressentait aussi. Je lui ai demandé ce qui avait provoqué ce changement en elle, ce qui était différent, et elle m'a répondu qu'elle voulait me montrer qu'elle m'aimait et qu'elle était heureuse avec moi. Je n'en avais pas l'intention mais j'ai éclaté de rire. J'ai posé des questions sur son petit groupe d'amis, son amant directeur ou ses aventures d'un soir. Elle n'a pas répondu ce jour-là et s'est simplement couchée en larmes. Le lendemain, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée qui m'attendait. Elle m'a dit qu'elle voulait mettre fin au mariage ouvert, que toute cette expérience avait été une horrible erreur, qu'elle regrettait tout et qu'elle voulait que nous soyons à nouveau au centre de notre relation. Je lui ai demandé d'être honnête avec moi et de me dire ce qui l'avait poussé à agir de la sorte. Comme vous ne le savez pas, c'est son groupe d'amis qui a lancé l'idée en raison de leurs nombreux exploits sexuels et lorsque son manager est arrivé, il a étonnamment soutenu ce style de vie et a encouragé ma femme à vivre librement. Elle a décrit cela comme si elle était ivre au volant d'une voiture qui roule à vive allure. C'était excitant et enivrant, mais le prix de cette décision est devenu trop lourd à porter pour elle. Elle voit maintenant qu'elle n'a jamais eu besoin d'une comparaison, que ce que nous avions était vraiment unique et spécial. Mais elle a maintenant l'impression d'avoir assassiné notre mariage et toute chance de vie commune. Je lui ai dit qu'il était possible que je ne puisse plus jamais la considérer comme ma femme, ce qui l'a fait craquer devant moi. Je l'ai simplement tenue en silence pendant qu'elle pleurait jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans mes bras sur le canapé. Depuis, elle a quitté son travail et a coupé les ponts avec tous ses amis et son manager. Elle m'a même dit qu'elle était prête à passer le reste de sa vie à se racheter auprès de moi et à se tuer à la tâche pour que je la considère comme une épouse. Mais je n'ai pas coupé les ponts avec mon amante. Mon amante me donne franchement l'impression d'être un homme, de pouvoir défier le monde, ce que ma femme n'a pas fait depuis longtemps. En vérité, je ne sais pas quoi faire dans cette situation. J'aimerais retrouver ce sentiment particulier si possible, mais mon amante m'a sauvé lorsque j'étais au plus bas. Pouvez-vous m'aider ? J'ai oublié d'ajouter que nous avons notre première séance de conseil conjugal dans quelques heures. Je ne sais pas comment cela va se passer. Maintenant, pour le premier update, notre première séance de conseil conjugal. La thérapeute semblait gentille et expérimentée, elle semblait impartiale et désireuse d'aider.
Même s'il s'agissait de notre toute première séance, ma femme l'a prise comme une occasion de tout mettre à plat, semble-t-il. Elle m'a avoué que ce groupe d'amis l'amenait à se demander si elle n'avait pas raté sa chance parce qu'elle s'était engagée avec son premier petit ami et n'avait pas eu d'autres expériences, qu'elle n'avait jamais eu les mêmes aventures que certaines de ces femmes, soi-disant extraordinaires. N'oubliez pas que certaines d'entre elles sont divorcées, mais aucune n'est mariée. Le thérapeute a souligné que cela peut être et est souvent préjudiciable à un mariage en raison de la différence d'état d'esprit. Ma femme a semblé d'accord, puis a ajouté qu'après que le nouveau directeur a commencé à l'approcher, certains de ses amis l'ont encouragé à voir où cela mène, que c'était une chance pour elle d'explorer ou de se découvrir. Elle s'est évidemment sentie coupable, c'est ce qu'elle dit. Elle n'a jamais rien fait de physique jusqu'à ce que l'un des divorcés lui suggère un mariage ouvert comme échappatoire et lui dise que certains couples en sortent plus forts. Ainsi, après m'avoir malheureusement, toujours selon elle, convaincu d'ouvrir le mariage, sa soi-disant aventure a commencé. C'était enivrant et aveuglant mais sans véritable substance, pas comme celle que nous avons construite au fil des ans, et elle a commencé à s'interroger sur les raisons qui l'avaient poussée à agir de la sorte. Elle a dit qu'elle pouvait voir la souffrance dans mes yeux mais qu'elle se disait que c'était une aventure. Elle a dit qu'elle ne se le pardonnera jamais, qu'elle avait la chance de vivre une expérience extraordinaire et que la gravité de tout cela ne l'a jamais frappée jusqu'à ce qu'elle remarque un changement en moi. Au début, elle a supposé que, parce que je sortais avec des gens, j'accepterais progressivement sa situation et que je m'en accommoderais. Mais tout a changé lorsque mon amante est devenue une apparition constante dans mon aventure. Apparemment, j'ai recommencé à sourire sans raison et mes yeux s'illuminaient lorsque je recevais un SMS ou lorsque je quittais joyeusement la pièce pour répondre à un appel. Elle a dit qu'elle avait soudainement ressenti un creux dans l'estomac et qu'elle avait commencé à avoir des mini-crises de panique sans raison. Elle est allée demander conseil à ses amis, qui lui ont dit que c'était une réaction normale pendant l'aventure, mais quand la divorcée qui avait suggéré cette idée a dit « on dirait que son amante le rend heureux », elle a enfin compris la réalité et la possibilité très réelle qu'une autre femme, et non son épouse, lui donne de la joie l'a presque fait s'évanouir. Elle a réalisé à quel point tout cela était ridicule et les a suppliés de l'aider à me reconquérir. Mais ils lui ont simplement dit que si elle ne pouvait pas faire face à cela, pourquoi avait-elle ouvert son mariage en premier lieu? Elle savait alors que ces personnes étaient toxiques et représentaient une menace pour notre mariage et la vie que nous avions construite. C'est pourquoi elle s'est donnée pour mission de me reconquérir par tous les moyens nécessaires. Je n'ai pas partagé grand-chose, mais j'ai fait part à la conseillère de la situation de mon côté, avec mon amante toujours dans le tableau. La conseillère a dit qu'aucune résolution ne pourrait jamais être atteinte avec mon amante toujours dans les parages, et a suggéré que nous prenions un autre rendez-vous après-demain. La conseillère a dit qu'il était inhabituel pour quelqu'un de rester avec son premier aussi longtemps et a donné l'impression que toute tempête peut être surmontée. Je soupçonne fortement qu'elle veut que nous soyons l'une de ces histoires à succès. Désolé que ce soit long, mais j'ai pensé que je pouvais aussi bien donner une mise à jour complète. Maintenant, pour le deuxième update, la deuxième session et les choses troublantes que j'ai apprises. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. J'ai déménagé dans un appartement appartenant à mon frère pour un prix ridiculement bas. Il possède des propriétés et m'aurait laissé rester gratuitement, mais j'ai refusé. Voici un aperçu de ce que j'ai découvert sur les comportements de ma femme et des choses troublantes à propos de son manager. Au cours de notre deuxième séance de conseil, j'ai posé certaines des questions que certains redditors ont posées. Premièrement, si elle était sûre que rien de physique ne s'était produit avant l'ouverture du mariage. Elle a regardé vers le sol et m'a supplié de ne pas l'obliger à le dire. Elle a dit que si elle le disait, cela nous détruirait. Mais après quelques pressions, elle a dit que ce n'était pas physique mais qu'ils se touchaient l'un l'autre devant l'autre. Cet abruti l'a convaincu que puisque ce n'était pas physique, en quelque sorte, ce n'était pas techniquement de l'infidélité et qu'il profitait simplement de la beauté de l'autre. Elle a commencé à trembler et à hyperventiler. La mort va même commencer à couler de ses narines alors qu'elle pleurait et s'excusait auprès de moi. Ma femme s'est mise à genoux et m'a serré les jambes en me disant à quel point elle était désolée. Pour la deuxième question, je lui ai alors demandé ce qui avait vraiment changé sa vision de lui. Elle a dit qu'après avoir commencé à se retirer du groupe dans son ensemble, son comportement envers elle a changé. Puis un soir alors qu'elle quittait une réunion, elle est passée par son bureau et l'a entendu parler d'elle à un autre collègue. Il a dit qu'il était surpris de la facilité avec laquelle on pouvait se mettre avec elle, et de la façon dont elle est une preuve vivante que vous ne pouvez pas faire confiance aux plus discrètes. Lorsque le collègue lui a demandé s'il avait réellement envie d'être avec elle, sa réponse était qu'elle était une distraction agréable. Et qu'il n'avait absolument aucune intention de rompre avec sa fiancée. Il a même ajouté que simplement, c'était un moyen pour lui d'ajouter une autre femme à son compteur. Parce que la seule femme qu'il avait compris était sa fiancée et qu'il ne voulait pas rompre avec elle. Il a aussi mentionné qu'il se sentait mal pour moi, mais vous dormez, vous perdez.
Ma femme, en réalisant qu'elle n'était rien de plus qu'un morceau de viande pour cet homme, a ajouté le fait qu'elle m'ait trahi pour un frisson bon marché, l'a rendue suicidaire à ce moment-là. Elle a dit qu'elle avait quitté son lieu de travail et vomi dans le parking. Elle a également ajouté que ses premières pensées étaient « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» et « Mon nom, pardonnez-moi, je suis tellement désolé. » Et pour la troisième question, je lui ai alors demandé si elle l'aimait et quand a-t-elle cessé de m'aimer. Elle m'a regardé droit dans les yeux en pleurant et m'a dit qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer, ce qui, honnêtement, rend les choses pires. Et qu'il était juste quelque chose de différent. Elle pensait que c'était l'amour mais maintenant elle réalise à quel point c'était stupide. Elle m'a serré le bras avec une force surprenante et a dit qu'elle savait qu'elle avait fait des erreurs, mais qu'elle nous manquait et que la connexion que nous avions avant tout cela lui manquait. Elle a même suggéré de partir et de commencer à nouveau juste tous les deux, comme c'était censé être. Je lui ai alors dit que ce ne serait pas juste pour mon amante et que j'avais besoin de temps loin d'elle pour traiter tout cela. C'était comme si elle avait une crise de nerfs à ces mots. Elle a commencé à sangloter plus fort et à dire des choses incohérentes. Elle m'a accroché comme si j'allais disparaître et a pris un peu de temps pour que la conseillère et moi-même la calmions. La conseillère a réussi à la convaincre que peut-être un temps d'absence pourrait nous aider à guérir. Maintenant, j'aimerais pouvoir terminer la mise à jour avec juste ça, mais quand nous sommes rentrés chez nous, j'ai commencé à faire mes affaires. Ma femme a reçu un appel vidéo de son ordinateur portable. C'était l'une de ses anciennes amies en larmes. Il s'avère qu'après que ma femme ait démissionné, cette amie et le directeur ont commencé une aventure de leur côté. Mais apparemment, elle est tombée enceinte mais n'en était pas sûre et avait peur. Ce qui l'a transformée en Dr Jekyll. Pour empirer les choses, elle avait un petit ami avec qui elle pouvait apparemment voir un avenir. Et la seule raison pour laquelle elle a eu une aventure était parce qu'elle était curieuse de l'expérience. Drôle comment cela semble être une tendance. Son petit ami l'a découvert parce qu'il a découvert un échange de mails entre les deux, discutant de la grossesse potentielle. Mais le directeur l'a essentiellement accusé de l'avoir piégée en tombant enceinte. Bien sûr, son petit ami l'a quittée et la raison pour laquelle elle a pris contact avec ma femme est parce qu'elle avait l'impression qu'elle avait réussi à sauver notre mariage et cherchait désespérément des conseils. Je me suis juste retourné et je suis parti séjourner dans l'appartement depuis. Merci encore à tous pour vos réflexions et vos conseils utiles. Maintenant, pour la dernière mise à jour. Certaines choses qui se sont produites jusqu'à présent et ma décision d'aller de l'avant. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont pris le temps de communiquer et de partager des conseils utiles. Votre propre histoire de vie similaire ou simplement offert une oreille, pour moi, signifie vraiment beaucoup. Il s'est passé pas mal de choses. L'ancienne amie qui avait peur de la grossesse était en effet enceinte. Mais le stress de perdre son petit ami et d'être humiliée par la liaison a fait qu'elle a perdu le bébé. Elle est devenue balistique et a tout fait pour aller à l'encontre du directeur. Elle l'a exposé à toute la haute direction et à sa fiancée. J'ai trouvé sa fiancée sur Facebook, curieux, et cette femme est essentiellement l'enfant modèle de la « petite maison dans la prairie ». Selon son profil, elle est une enseignante spécialisée qui travaille à la maison et qui est très axée sur la famille. Ma première pensée a été « qu'est-ce qu'il fout avec d'autres femmes quand il l'a elle à la maison ?» Honnêtement, pourquoi des hommes comme lui finissent avec des femmes comme elle est l'un des plus grands mystères de la vie. L'ancienne amie a effectivement pris contact avec moi. Elle voulait ma version des faits parce qu'elle recueillait des preuves contre lui, mais elle voulait le faire en personne. Elle avait déjà eu son test de Covid et moi aussi, et j'ai accepté. Dès que j'ai vu son visage, je savais qu'elle était brisée. Les cernes sous ses yeux et son iris rouge montraient clairement qu'elle n'avait pas dormi et qu'elle était hantée par ses propres pensées. Elle m'a remercié d'avoir accepté de la rencontrer et s'est immédiatement excusée pour son rôle dans le comportement de ma femme. Il s'avère que ma femme et elle ont parlé à nouveau, et c'est là qu'elle a appris que j'avais déménagé. Elle voulait prendre ses responsabilités, d'où sa volonté de se rencontrer en personne. Je l'ai remerciée de ses efforts, mais je lui ai demandé pourquoi elle allait aussi loin. Elle a dit que la perte d'un enfant et de l'amour de sa vie avait changé son cœur. Elle a déclaré qu'elle pouvait à peine se regarder dans le miroir sans ressentir du dégoût et qu'elle pouvait à peine dormir parce qu'elle ne voyait que le visage de son ex, le jour où il a découvert. Cette femme se détestait clairement et cette rencontre aurait pu être une forme de punition pour elle. Elle me dit que, puisque fraterniser entre collègues est une violation du règlement intérieur de l'entreprise, et plus encore parce qu'il était dans une position d'influence. Il sera probablement congédié et peut être mis sur la liste noire dans le domaine pour lequel il exerce. Mais la même chose peut être vraie pour elle aussi, et elle l'a accepté. Elle est partie après avoir écouté ma version de l'histoire et s'est excusée à nouveau. J'avais besoin de récupérer des affaires dans l'ancien appartement, alors j'ai choisi un moment où je pensais que ma femme n'était pas à la maison. Malheureusement, elle était là, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'elle avait la plupart de nos photos de mariage sur la table basse, ainsi que d'autres, et elle les fixait. Quand elle m'a remarqué, je pouvais voir qu'elle pleurait,
Elle a essayé de m'embrasser mais je l'ai doucement poussée de côté. Elle a essayé de m'offrir un repas, mais je lui ai dit que je n'avais pas faim et que je ne serais pas long, j'avais juste besoin de quelques affaires. Avant que je puisse poursuivre, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un message qu'elle avait reçu il y a 2 jours, de son ancien directeur qui l'a réprimandé. Il était d'un nouveau numéro depuis qu'elle a bloqué son ancien. Apparemment, ma femme a aidé son ancien ami à l'exposer à toutes les parties concernées et il était fumant. Elle a dit qu'elle avait eu l'idée de la part du livre de « La Dame idiote » et des bâtisseurs de mariage. Pensait-elle en révélant ses secrets qu'elle enlevait l'emprise qu'il a eue sur elle, et ainsi, nous donnant une chance de combattre. Je lui ai dit que j'étais content qu'elle ait eu le courage de faire ça, mais cela ne change rien entre nous. Je lui ai également dit que j'arrêterais d'aller chez le conseiller conjugal, mais que je ferais plutôt des séances individuelles. Cela la fit couler des larmes et elle dit qu'elle comprenait. Je sais que je suis censé ressentir soit l'exaltation des actions prises ou la rage parce qu'il a fallu autant de temps, mais je me sens rien envers elle. Ce n'est pas normal, donc c'est pourquoi je veux aborder cela dans des séances de thérapie individuelle et non dans les séances de thérapie de couple. J'ai aussi vu un avocat de divorce sur la recommandation de mon frère juste pour être en sécurité. Je ne suis pas vraiment prêt à me battre pour ce mariage, et je pense que ma femme peut le sentir. Avant que je parte, elle a essayé d'initier de l'intimité, mais quand j'ai refusé, elle a crié et demandé ce que mon amante faisait pour moi qu'elle ne pouvait pas. Que me donne mon amante que ma femme ne peut pas. Sa voix était si forte que je suis sûr que les voisins l'ont entendue. Elle a dit que quoi que je veuille, elle le ferait. J'ai secoué la tête et dit que si elle ne pouvait toujours pas savoir après tout ce qui s'est passé, alors il est clair où notre mariage se dirige, et suis parti. C'est là où j'en suis, du moins pour le moment. De toute façon et encore une fois, merci à tous pour votre aide. Merci d'avoir écouté cette story. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.